Savez-vous qu'il a fallu attendre 2017 pour que le clitoris soit représenté sur les planches anatomiques des manuels scolaires? Depuis 2017, il est représenté. Waouh. Ah ouais. Je sais pas quoi dire à ça. Enfin, c'est aberrant. Dans un monde idéal, on pourrait aussi envisager qu'il y ait de véritables cours d'éducation sexuelle à l'école. Obligatoire en France depuis 2001, la sexualité est censée être abordée au cours de 3 séances par an à partir du collège et jusqu'à la fin du lycée, comme le montre ce bulletin officiel de l'éducation nationale. Mais dans les faits, on est loin du compte. Moi, l'éducation sexuelle, je trouve que oui, c'est primordial et qu'il faudrait que l'école joue son rôle dans ce cadre-là. De toute façon, les enfants se posent des questions très tôt. Enfin, je veux dire, c'est... oui, 4-5 ans. Il est très important et urgent, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, en fait, d'instaurer l'éducation sexuelle normalisée à l'école dès le plus jeune âge. C'est vraiment la base. Dans les pays nordiques, ils ont un regard sur le corps de l'autre ou sur leur propre corps qui est absolument normalisé. Ils n'ont pas peur de certaines zones, ils nomment les organes comme ils sont. Pour preuve, dans cette classe aux Pays-Bas. Comment on sait que c'est un garçon? Il a un zizi. Oui, effectivement, parce qu'il a un zizi. Tous les garçons en ont. Donc, les garçons ont un zizi. Mais les filles n'ont pas de zizi. Qu'est-ce qu'elles ont, elles? Une chose. Qui se rappelle du nom de cette chose? C'est un trou qui s'appelle le vagin. Heureusement, en France, certains intervenants santé prennent les devants et proposent des ateliers en accord avec la direction des établissements. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre un peu particulier. Vous ne vous connaissez pas entre vous, même si vous êtes toutes et tous lycéens et lycéennes du lycée Théodore Monod. 10 adolescents de 16 à 17 ans s'apprêtent à suivre des ateliers autour du désir et du plaisir féminin. Ils n'ont pas encore eu de relations sexuelles, mais ont suffisamment réfléchi à la question pour en débattre. Est-ce que vous considérez qu'on parle suffisamment de sexualité aujourd'hui? En fait, en SVT, on nous parle protection, contraception, mais le reste, ça passe à la trappe, en fait. Il est pas... On en parle pas. Ok, parler des risques, parler de la mort, plutôt que de parler finalement du plaisir ou de la relation à l'autre. C'est ça, ouais. Entendu? Rosie? Moi, je pense que ça se parle assez facilement, mais le problème, en général, c'est plus pour les filles, dans le sens où, en général, elles vont tout de suite se faire insulter, en général. Alors que si un garçon en parle? C'est normal. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que le rôle et la place des jeunes dans la sexualité, ou en tout cas la façon dont les jeunes vivent aujourd'hui la sexualité, elle est absolument primordiale pour faire bouger la société. En 25 ans, j'ai vu une vraie évolution. C'est-à-dire qu'on est parti à la base d'un discours qui était vraiment un discours très centré sur la protection, sur le sida. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui nous questionnent, nous, professionnels, en disant « mais nous, on a envie d'aller sur d'autres sujets, d'aller explorer vraiment d'autres choses », notamment la question de la pornographie. Pendant longtemps, ça a été un sujet qu'il ne fallait pas aborder, et puis après, on n'était pas très à l'aise. Et puis aujourd'hui, eux-mêmes sont en capacité de dire « bah ouais, mais la pornographie, on arrive à l'utiliser à peu près à bon escient ». L'orientation sexuelle, le genre, ce sont des sujets, pour eux, ça ne fait pas sujet. Et ça, c'est une nouveauté. Qui parmi vous a déjà été exposé à un contenu pornographique? Parmi vous. Alors, une autre question, qui parmi vous a plus de 18 ans? Les ateliers de Thomas, d'apparence légère, soulèvent des questions de fond. Eh bien, pourquoi? Ça peut choquer. Ça peut choquer? Ça donne des fausses images pour les personnes qui n'ont pas forcément d'expérience. Les pornos, c'est hard et il y a des gens justement qui peuvent être influencés par ça. Et ils se tapent pas dessus. Non, mais d'accord. Non, mais après, le problème, c'est que la femme, elle peut être utilisée comme un objet. Et si tu dis que ça peut être ça dans la vraie vie, mais ça marche pas comme ça. Après, ça peut entraîner des mauvaises intentions de la part de performance. C'est un jeu d'acteur, ça représente pas forcément la vraie vie. Alors, je pense que vous êtes au clair là-dessus. Le porno, c'est pas un tuto. Oui. Pour aller encore plus loin, en fait, ça peut enlever notre propre imaginaire. On a tellement les choses devant nous que ça peut nous empêcher de développer notre imagination et comment j'aurais créé des choses. Et c'est pareil pour tout. Moi, à force de regarder des émissions sur la bouffe à la télé, je faisais plus que des ganaches noisettes parce que tout le monde faisait ça, alors que j'aime pas à la base. C'est vrai qu'en France, il y a eu un retard sur l'éducation sexuelle dans l'éducation nationale par rapport à d'autres pays. Par exemple, certains pays nordiques de l'Europe, aux Pays-Bas, au Canada. Effectivement, pendant longtemps, on a dit que si on parlait très tôt de sexualité à des sujets jeunes, on risque d'induire une sorte de libération du comportement sexuel. Or, les études nous montrent
que plus on a des informations objectives sur la sexualité, et moins les comportements sexuels à risque sont présents. Alors, attention, quand on est amoureux, on a plus de plaisir. Ludique pour ne pas lasser les ados, les quiz permettent de réfléchir en équipe. Après, il y a les sentiments. Alors, les sentiments, forcément, ça joue dans le. Ouais. Et quand tu as des sentiments pour une personne, il y a plus de plaisir. Alors là, bien évidemment, on pourrait dire les deux. La question n'était pas peut-on avoir du plaisir avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais c'est est-ce qu'on peut en avoir plus quand on est amoureux? Et globalement, oui, parce qu'il y a cette notion de partage qui va être là, il y a cette notion d'intimité, de confiance. Je m'appelle Lucie, j'ai 15 ans, je suis en seconde au lycée Théodore Monod. Pour moi, le plaisir, c'est quand les deux personnes sont toutes les deux à l'aise, que du coup, il y a de la communication, d'écoute. Il faut que ça soit au moment où les deux personnes, elles se sentent prêtes à recevoir du plaisir et à en procurer. Tiens, venez par ici. D'autres ateliers, plus créatifs, sont aussi proposés. Non, ça n'est pas un speed dating. Le plaisir féminin, pour vous, c'est quoi? Faites ce que vous voulez. Dessinez, écrivez, comme vous voulez. C'est noté? Non. La satisfaction sera la vôtre. Ok, faut qu'on trouve des trucs. Déjà, moi je dis on sort du rouge, parce que le rouge c'est l'amour. Et le plaisir, il faut de l'amour. Je pense. Enfin, pas que, mais... On peut mettre des mots. Faut que j'écris quoi d'autre? On peut dessiner une vulve. Est-ce que c'est peut-être pas forcément avoir pénétration le plaisir féminin? Ah bah non, clairement pas. Donc on met pas forcément pénétration. Présentez-nous votre affiche. Alors on vous présente l'affiche sur le plaisir féminin par Elias et Charlotte. Donc on a fait plusieurs thèmes. On a l'orgasme, les partenaires, l'excitation et la communication. La communication, parce que c'est quand même très important. Ok. Et qu'il n'y a pas de plaisir sans consentement et sans respect. Pour l'orgasme, on a mis la cyprine et le clitoris avec les 8000 terminaisons nerveuses. Pour les partenaires, on a mis masculin, féminin ou ta main. Ensuite, on a l'excitation, il y a les préliminaires et il y a le fantasme. Des gommettes. Grâce au concours de Gilbert Boujaoudé, ce sont aussi pas mal d'idées reçues qui sont déconstruites sur la sexualité féminine. Et vous alors, vos zones érogènes féminines, vous avez mis quoi? On a eu la bouche, le cou, les seins, le ventre, la taille, les entrejambes et les cuisses. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres zones du corps qui peuvent donner du plaisir, autre que ce qu'on vient de noter là? Oui. Après, en soi, je pense que ça dépend des préférences de chacun. Ça se trouve, il y a des personnes qui aiment bien qu'on leur touche, je sais pas, les épaules. Les bras, plein de trucs. En fait, ça peut être partout finalement. Les oreilles. Elles vont préférer autre chose. Voilà, ça peut être le nez aussi. Il y a des capteurs qu'on appelle capteurs de volupté qui envoient des informations de plaisir. Et donc, ces capteurs-là, s'ils sont stimulés, au lieu d'envoyer l'information juste que c'est chaud ou froid, ils vont envoyer l'information au cerveau, j'ai du plaisir. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tout le corps humain est rempli de capteurs de volupté. Si vous deviez mettre les gommettes maintenant, vous les mettrez où? Partout. Partout. Il n'y aurait plus de noir, il n'y aurait que des couleurs sur le corps humain. Le plaisir, il est quasiment infini, il est carrément infini, grâce à ça. Moi, je pense que on a appris en une journée plus qu'un programme de SVT là-dessus. Donc, je trouve ça très, très cultivant, en fait. Si oui, il y avait un message à faire passer à l'éducation nationale, ce serait quoi? Pas plus de cours de sexualité. Il y en a qui ont besoin. Aborder la vie affective et sexuelle avec les jeunes, c'est primordial parce que un jeune, une jeune qui vivrait mal sa sexualité, ça va avoir des répercussions sur tout ce qu'il est. Combien de fois on a pu entendre des jeunes nous dire « Bah ouais, moi, ma première fois, elle n'était pas terrible ». Eh bien, comment ça a pu impacter l'image qu'il avait de lui ou d'elle ou son estime d'elle-même et comment ça vient à un moment donné participer à une espèce d'engrenage comme ça qui vient d'évaluer la personne. Et il y a tellement de choses, il y a tellement d'enjeux à ce niveau-là. Vous êtes la nouvelle génération. Vous avez cette capacité à pouvoir faire évoluer les choses. Et si vous ne le faites pas, dites-vous bien que ça ne viendra pas d'au-dessus. On a une responsabilité énorme. En fait, on n'a pas conscience à quel point les jeunes adultes ont confiance dans ce qu'on dit et qu'on représente une référence. Donc, il faut qu'on soit le plus possible à l'écoute. Même si vous dites rien à un jeune qui vous pose une question
mais que vous lui répondez simplement « Ce que tu me dis est très important, je vais te dire à qui tu peux en parler », ben vous avez déjà fait beaucoup. L'atelier d'hier, ça m'a fait évoluer parce que je me suis dit que la sexualité, ça ne devait pas être bloqué sur une seule chose. Au final, ça passe par plein de facteurs. Et le plaisir féminin, c'est pas un sujet qui doit être tabou et que ça a énormément son importance aujourd'hui. Pour moi, les femmes, on les considère comme sensibles, réservées. Pour une partie des gens, les femmes sont faibles et elles n'osent pas s'assumer, quoi. Je pense que la nouvelle génération, elle peut changer l'image de la femme sur ça. D'ailleurs, c'est un peu en train de se faire, mais pour l'instant, c'est assez timide encore. Déconstruire les idées reçues, les injonctions, les tabous, reconstruire sur de nouvelles bases. Et si cette pyramide était à l'image de la sexualité féminine? Il reste encore tant de choses à découvrir en la matière. Mais pour l'heure, l'aventure d'Adriana et de Michel touche à sa fin. Et ça tient. Un grand enfant, hein. Ce que vous voyez là, c'est un peu ce qu'on imagine de la sexualité féminine qui est faite sur plein de petits détails qui sont posés de façon symétrique et en même temps complexe et en même temps très fragile. C'est ce que nous avons appris, c'est que sexualité féminine, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a énormément de critères, il faut que tout soit en harmonie. Et si jamais il y a un truc qui ne marche pas, ça ne marche pas tout court. Et puis, qu'est-ce qui est le plus important? De se connaître son corps. C'est primordial, même, c'est la base. De s'accepter. Il faut comprendre que même si on n'a pas le corps qui est parfait, ni notre partenaire, ça n'a aucune importance. Le corps parfait, c'est celui qui fonctionne bien. D'où l'intérêt de se connaître, effectivement, son corps et son mental. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, comment on fonctionne. Se connaître pour laisser la possibilité à l'autre, justement, de nous connaître. Et puis le bonheur sexuel, c'est pas quelque chose de mécanique. On sait très bien, ça ne repose pas sur un sextoy ou la masturbation. C'est surtout la relation. Il faut se parler, il faut comprendre la partenaire, il faut la découvrir et surtout la respecter. Et puis, ce qui est très important aussi à dire, c'est que l'espérance de vie augmente considérablement en permanence, ce qui veut dire que la sexualité ne s'arrête pas chez la femme au moment de la ménopause. On en a beaucoup parlé, c'est très important de dire qu'il y a une vie après. Et la sexualité, elle n'est pas importante uniquement pour prendre du plaisir. En fait, il y a un lien avec le bien-être général. C'est-à-dire, on sait que plus la vie sexuelle est épanouie, plus on a de chances de se sentir bien mentalement, même dans notre vie générale. Et puis, il faut que toutes les petites briques, là, soient présentes. Tous les éléments qui interviennent dans la sexualité doivent être présents. Il faut qu'elles soient posées. Vous voyez, par exemple, là, on peut imaginer que ça, c'est la qualité de la relation. Ça, c'est les hormones. Ça, c'est les événements qu'on a vécus dans notre vie. Ça, c'est est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on est préoccupé par quelque chose. Et il suffit qu'il y ait un truc qui aille pas pour que... C'est ça la sexualité, il faut que tout aille dans le bon sens. Et puis ce qui est très important, et si on doit faire passer un message, on parlait de mission au début de l'émission, tu te souviens, si on doit faire passer un message aux femmes, c'est qu'on peut parler de sexualité, même quand on est une femme, que ça n'est pas vulgaire, que ça n'est pas sale, et que c'est pas plus sale que quand un homme en parle. Voilà.